Bonsoir à tout le monde, ici Socrata. Je suis en présence d'Anna Wintour et d'Aiden. On commence les populations à risque. 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 Les monstres surgissent des profondeurs de notre esprit. La chasse aux monstres a une histoire aussi longue que celle de l'humanité, une histoire étrange, sombre et profonde. Les populations à risque. Bonsoir à tous et à toutes. On commence ce numéro avec un entretien d'Alain Guiraudy, cinéaste français et même du Sud-Ouest, qu'on a rencontré il y a un mois et demi. Alain Guiraudy, fils aîné d'une famille d'agriculteurs aveyronnais, se nourrit adolescent de culture populaire. Le bac en poche, il s'inscrit à l'université de Montpellier, où se développe surtout son goût pour le militantisme. Après avoir écrit plusieurs romans jamais publiés, il réalise en 1990 un premier court-métrage, Les héros sont immortels. C'est avec le moyen-métrage du Soleil pour les gueux, présenté au Festival Entrevue de Belfort en 2000, que la critique découvre le cinéma atypique d'Alain Guiraudy, quelque part entre le western moderne, le récit picaresque et le conte philosophique. Autre caractéristique de son univers, la volonté de représenter à l'écran la classe ouvrière, comme en témoigne Ce vieux rêve qui bouge, moyen-métrage, lauréat du prix Jean Vigo, très remarqué à la quinzaine des réalisateurs. Jean-Luc Godard parle même à son propos de meilleur film du Festival de Cannes. Il passe ensuite au long-métrage, sans rien perdre de sa singularité. Pas de repos pour les braves en 2003, puis Voici venu le temps en 2005, sont ainsi de nouveaux fragments d'une utopie sexuelle et politique, avec comme terrain d'expérimentation un Sud-Ouest auquel Guiraudy est viscéralement attaché. Un Sud-Ouest qu'on retrouve aussi dans son roman, un roman de sa plume enfin publié aux éditions POL, qui s'appelle Ici commence la nuit. Nous l'avons rencontré lors de sa venue à Bordeaux pour le festival La classe ouvrière, c'est pas du cinéma. On l'a interviewé dans le bruyant café de l'hôtel Ibis de Meredec, avec vue sur des fourgons remplis de CRS en cuirassé lors de l'acte 14 des Gilets jaunes. C'est à toi, Alain. Alors, ça a marché hier? Comment ça? Vous avez trouvé votre homme? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Vous avez détalé à toute vitesse. J'imagine que c'était pas juste pour aller dire bonjour. Alors, vous l'avez retrouvé? Non. C'est con. Pourtant, il est pas aussi grand que ça, le bois. Enfin si, je l'ai retrouvé, mais il était pas tout seul. C'est encore plus con. Ça vous dérange pas si je me mets à poil? Non. Mais ici, je sais pas si on a le droit. De toute façon, on a le droit nulle part. Là-bas, c'est pas vraiment interdit. C'est pas vraiment autorisé non plus. Vous êtes marié? Non. Mais vous vivez avec une femme? Non, je suis homo. Vous couchez qu'avec des mecs? Vous voulez pas qu'on se tutoie plutôt? C'est rare. Qu'est-ce qu'il y a rare? Je connais des mecs qui couchent avec des mecs, mais ils ont une nana ou ils ont été mariés. Des mecs homo, vraiment homo, je veux dire. J'en vois pas tant que ça. T'as déjà été faire un tour dans le bois? On boit pas vraiment, mais je connais bien le Cap d'Agde, quelques plages landaises. Et t'as jamais vu des mecs uniquement homo? Une fois, j'ai rencontré un gars. Très sympa, très doux. Très efféminé aussi. Pas comme toi. Toi, on t'imagine pas... tu fais pas... Tu fais mec, quoi. Et lui, il couchait qu'avec des mecs. D'ailleurs, j'aurais jamais pensé qu'un homme puisse faire l'amour comme ça. Et donc t'as déjà baisé avec des mecs toi aussi? Ça m'est arrivé, hein, quand j'étais avec ma nana. Avec elle, qu'est-ce qu'on s'est éclaté?
Dès que le week-end arrivait, on filait au Cap ou ailleurs, on baisait à 3, à 4, à 10. Ah oui, on en a pris des bons temps. Enfin, moi, je suis né dans une famille d'agriculteurs, dans l'Aveyron, et puis on habitait pas loin d'une enclave ouvrière qui est de Cazeville, et mon père travaillait à l'usine, quoi, à côté. Mais je me sens plus du monde paysan que du monde ouvrier, quoi. Voilà, on était quand même, pour les ouvriers de Cazeville, on était des ploucs, les paysans, quoi. De Cazeville étant une grande métropole, quoi, mais c'est vrai qu'ils nous prenaient vraiment pour des ploucs. Et non, moi j'ai souvenir même d'une enfance assez agréable. J'ai plus fait j'ai fait des barrages sur les ruisseaux et des cabanes dans les arbres. Et comment dirais-je, puis après le lycée, après après là où ça commence à se compliquer, c'est l'adolescence, quoi, voilà. Enfin, ça se complique. L'adolescence, c'est quand même le moment où au lycée, c'est le moment où j'ai commencé à découvrir un peu tout le monde, notre monde, l'idée aussi d'agir sur le monde, effectivement, oui, c'était finalement, il y avait du militantisme politique, quoi, voilà. Et puis les premiers émois amoureux, quoi, voilà, avec moi je pense, après moi la question de l'homosexualité, ça a été quelque chose de très très dur à intégrer, à accepter. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à accepter et à vivre peut-être un peu moins, mais à accepter et à assumer socialement, ça a été très long, quoi. Voilà, ouais, je veux dire, bon, moi c'est quelque chose, moi j'ai dit à mes parents, j'ai dit à ma mère, j'avais 35 ans. C'est très tardif, et c'était au moment de ce vieux rêve qui bouge. Donc au moment où j'amorçais une carrière de cinéaste, et au moment où je mettais un peu ça sur la place publique, quoi, voilà, c'est-à-dire que généralement, un mec qui parle beaucoup d'homosexualité dans ses films, on peut se douter qu'il l'est lui-même, quoi, voilà. Donc c'était un peu important de mettre les choses au clair. Voilà. Après, c'était quand même quelque chose de très caché, vu que c'était à la campagne, quoi. La campagne, petite ville, voilà. Moi, je suis vraiment un rat des champs, quoi. Hein. Ou des villes même, parce que c'est vraiment, je suis, mais des petites villes, voilà, c'est ça. Ma vie, voilà, elle se déroule entre Villefranche-de-Rouergue et Albi, quoi. Voilà. Avec des passages à Paris ou des passages à Toulouse, mais quand même mon socle, enfin, les endroits où je me sens vraiment très très bien, où je me sens vraiment chez moi, c'est finalement, et ça peut être en Bretagne, ça peut être La Roche-sur-Yon ou Saint-Brieuc, quoi, voilà. Mais c'est la petite ville de 15 000 habitants, voire la sous-préfecture, j'aime assez. J'aime bien Gaillac, voilà, ça c'est le genre de ville qui me va très bien, quoi, voilà. Du coup, j'ai pas trop donné non plus quand même, c'était les années 80. Oui, voilà, les premiers émois, c'est les années 80. Alors effectivement, le sida a été quelque chose d'important. Je vous le fous un peu en vrac, quand même, quoi. T'as quel âge Moi, j'ai 54 ans. J'ai 20 ans en 84, voilà. Comment dirais-je, moi, Act Up, c'était très loin, quoi, pour moi, par exemple, quoi. Tout ce qui était Act Up, même tout le militantisme, même moi, finalement, la gaietude, enfin, l'idée, le côté gay, même, je ne me suis jamais vraiment senti gay, parce que ça venait des États-Unis. C'est des concepts, moi, qui étaient vraiment très, très loin de moi, que j'associais peut-être, je pense, le concept gay à quelque chose de très urbain, de très techno même. C'était presque associé à une musique, à la boîte de nuit, à la vie nocturne, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je veux dire, je crois que j'ai été au bain-douche une fois dans ma vie, quoi. Voilà, à la boîte de nuit parisienne, quoi, où Alors après, quand j'étais jeune, c'est donc que je traînais beaucoup dans un monde hétéro, quoi, finalement. Mes copains étaient hétéros, à part certains qui étaient... Mais je traînais quand même beaucoup dans un monde hétéro, à la campagne. Donc les boîtes de nuit, c'était les boîtes de nuit de la campagne. Donc après, l'homosexualité, c'était quelque chose d'assez caché, quoi. Voilà.
Montpellier qui était une ville très fêtarde, très gay-friendly d'ailleurs. Mais curieusement une ville qui m'a pas tellement intéressé, quoi. Je crois que j'ai traîné un peu qu'avec des Lozériens et des Catalans à Montpellier, quoi. Et là-bas, et pendant les études, parce que quand même la politique c'était quelque chose de très important pour moi. Et donc j'ai adhéré au Parti communiste et Union des étudiants communistes, UNEF, à Montpellier. Là c'est là que j'ai découvert un peu tout ça aussi, la politique, avec des... Bon, toujours pareil, quoi, avec des choses qui me plaisaient. Enfin, avec des choses qui me plaisaient. L'appartenance à un parti, moi, ça a toujours été très important pour moi. Enfin, je crois que même encore, même si c'est un peu lointain, disons que pour moi, alors j'ai une... Est-ce que ça vient de ma culture? Mes parents n'étaient pas du tout de ce bord-là, quoi, mais bon, on va l'évoquer notamment avec les gilets jaunes, je pense, c'est ce genre de choses, mais c'est vrai qu'à un moment, moi j'ai traîné avec des groupuscules d'extrême gauche, quoi, les maoïstes, le Parti communiste marxiste-léniniste, ouais, je crois que c'est fini, Parti communiste marxiste-léniniste, et il me semble qu'il y en avait un autre truc, qui était une branche maoïste, j'étais au bon, et puis il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup chez eux, mais je sais pas, à un moment, je me suis dit, tiens, il faut aller vers quelque chose, vers le plus grand nombre, vers, voilà, j'étais pour une espèce d'efficacité politique, et puis toujours avec un peu cette idée quand même que finalement, je me disais toujours, et je continue à me dire que faire de la politique à 10 ou à 20, c'est pas très compliqué, ou même à 1000, on y arrive. Faire de la politique à beaucoup plus, c'est toujours c'est vraiment très compliqué, quoi. Mais ça m'intéressait. Et je crois que c'est aussi ça qui m'a beaucoup porté, quoi. Hein, voilà, je pense que même j'aime bien cette idée dans le cinéma moi, c'est vrai que j'aime bien cette idée que c'est aussi une façon de réinventer le réel. Peut-être plus que de refaire le monde et réinventer le réel. J'aime bien cette idée. Voilà. Et Une forme d'utopie. Alors, disons que l'utopie, alors c'est marrant, j'ai beaucoup réfléchi à cette question d'utopie. C'est-à-dire, après, moi, le cinéma, il n'est pas utopique, vu que de toute façon, on arrive à représenter des choses. L'utopie, pour moi, c'est un peu un truc dont on a besoin quelque part dans un coin de sa tête, un ailleurs, quelque chose comme ça, c'est un ailleurs, c'est lointain, quelque chose qui n'existe pas, un lieu qui n'existe pas, c'est le lieu qui n'existe pas, l'utopie, mais qu'on a dans un coin de sa tête et qui nous est nécessaire. Alors que finalement, le cinéma, bon, on arrive à représenter c'est un territoire qui existe réellement, quoi. Bon, c'est pas la réalité, c'est pas le rêve, c'est quelque chose entre les deux. C'est pas le rêve, mais quand même, on arrive à représenter des choses dans le cinéma. Alors que l'utopie, après, c'est un point de mire. Moi, mon cinéma lorgne de ce côté-là, quoi. Mais l'utopie, normalement, c'est pas représentable. Et puis, c'est bien que ça reste pas représentable. Donc oui, c'est quelque chose que je perds pas de vue, quoi. Voilà. Mais le cinéma, c'est pas l'utopie, quoi. Voilà. C'est du conte. Après, il y a du conte, ouais. Le conte, c'est comment dirais-je, le conte, finalement, c'est un peu la forme, la meilleure forme qu'on ait trouvée, il me semble, en termes d'universalité, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi une façon de parler de choses éternelles qui parleront finalement à tout le monde et à tous les temps, quoi. Voilà. Ce que j'aime bien dans la forme du conte aussi, c'est qu'il y a une part toujours une part très, très incarnée, très réelle, qui s'ancre fortement dans le monde réel, et en même temps il y a toujours une part d'abstraction, quoi. Voilà, c'est toujours, même moi je sais que j'aime bien des fois quand je sais pas, je pense que dans Rester vertical, plus qu'un bébé, c'était une idée de bébé, quoi, que je voulais représenter, quoi, ou l'idée d'un bébé, quoi, voilà. Et ça a beaucoup à voir avec le conte.
Je sais pas, moi quand j'ai commencé aussi, je me suis beaucoup formé aussi cinématographiquement dans un monde très... enfin non, dans un monde. Face à un cinéma français qui était très... Les années 90, je sais pas si pour vous ça vous dit quelque chose, mais c'était un cinéma, le cinéma français était très... un peu dans la veine de Piala, dans la suite de Piala, mais moins bien, c'est-à-dire où l'idée c'était de représenter le réel tel que, quoi, voilà, le plus fidèlement possible, où les gens, même, j'avais l'impression que les cinéastes mettaient leur vie brute de décoffrage sur l'écran, quoi, voilà. Et on parlait comme dans la vie, parlait comme dans la vie, jouait comme dans la vie, s'habillait comme dans la vie, avec cette espèce de naturalisme, moi, qui m'intéressait absolument pas, quoi. J'ai toujours eu l'impression que, quand même, que pour faire du cinéma, pour que ça parle un peu aux autres et que ça passe les temps, enfin aux autres d'aujourd'hui, aux autres de demain, et à tous les âges, il fallait quand même apporter un peu de supplément d'âme et un peu transcender un peu tout ça, faire quelque chose de plus, comment dirais-je, ouais, c'est ça, c'est un mélange, mais je travaille toujours là-dessus et je pense que j'ai toujours pas encore vraiment trouvé la bonne forme, mais un mélange entre une forte incarnation, quoi, et en même temps de l'abstraction. Entre incarnation et distance même, mais je sais que ça c'est un de mes gros problèmes, quoi. Enfin, il y a des fois, d'ailleurs il y a des séquences que je loupe à cause de ça, quoi, parce que j'arrive pas à trouver le bon niveau de représentation entre quelque chose de fortement incarné, quelque chose où effectivement le spectateur puisse croire à ce qu'il voit, et en même temps c'est des sensations qui fait toujours un peu du bien, quoi, voilà, qui fait toujours on regarde les choses, on prend pas forcément de la hauteur, mais en tout cas on prend un autre angle, un autre point de vue sur tout ça, quoi. Voilà pour le compte. Justement, dans Ici commence la nuit, tout à l'heure tu parlais tu fais de dire l'homosexualité, d'avoir besoin de dire, où justement ça pose un problème. Dans Ici commence la nuit, j'ai l'impression que ça revient à plusieurs moments, le moment de dire l'homosexualité. De le dire, ouais. En fait, ça pose différents problèmes, parce que ce soit le narrateur qu'on oblige à dire, à répéter effectivement homosexuel, ou bien le truc pour essayer de clore ce début de relation avec Cindy en disant bon, au fond, c'est pas les filles, je suis homo. À chaque fois, ça vient, il y a la. Soit en tout cas, l'effet que ça a, le fait de le dire, c'est que ça clôt. Ça clôt un imaginaire. Alors, ça clôt un imaginaire, et c'est surtout que, même plus prosaïquement, ça clôt la relation tant que c'est pas dit, tant que on peut toujours s'en sortir un peu, quoi. On laisse toujours des espoirs à l'autre, quoi. Voilà. Où on se laisse toujours des espoirs à soi-même, c'est-à-dire que effectivement si la relation d'amitié ou la relation affectueuse avec quelqu'un d'autre a toujours sa chance de partir vers quelque chose de l'ordre de l'amitié, c'est moins dangereux. Alors que si on dit, dès lors qu'on dit qu'on est homosexuel, ça veut dire que, en tout cas à un mec, ça veut dire que la relation affectueuse, on voudrait qu'elle aille le plus loin, quoi. La relation d'amitié, on voudrait qu'elle aille le plus loin. Et moi, quand même, je vois, il y a pas mal de monde, de mecs, dès l'instant que je me suis déclaré, on ne s'est plus revu. Soit ça marche, soit ça arrête, soit ça stoppe la relation, quoi. Soit on passe au stade sexuel pour le coup, soit ça s'arrête. Et inversement avec une fille, ceci dit, c'est la même chose, mais de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire qu'on met un peu fin au désir de l'autre, quoi. Voilà. Ou alors que tant que c'est pas dit, finalement tout est possible. Donc après, là où tu as raison, c'est vrai que c'est dans ce sens-là que ça clôt un imaginaire. C'est-à-dire c'est dans le sens où, effectivement, tant que c'était pas dit, on pouvait y aller, tout le monde pouvait croire à tout. Et une fois que c'est dit, ça fout un mot sur quelque chose, quoi. C'est ça.
Passez votre temps à démonter des machines. Parfois j'en remonte, mais c'est rare. C'est moins gai, j'imagine. Je vais vous avouer une chose. Une usine, qu'elle soit en activité ou à l'abandon, dès l'instant que je ne l'ai pas connue avant, ça me fait le même effet. Vivant. Mais la vie d'une usine... Oui, la vie d'une usine. À force d'aller d'usine en usine, vous n'êtes jamais chez vous. Le week-end, Trop difficile. j'y fais. Vous êtes marié. Je vis seul. Pourtant, vous êtes plutôt beau garçon. Merci. Je vous retourne le compliment. Mais les femmes, c'est pas mon truc. Vous voulez dire que vous n'avez pas de vie sentimentale? Pas avec des femmes. Je vous laisse travailler. À plus tard. Parce que je suis trop vieux? Non, j'aime bien les vieux. Parce que je suis trop gros? T'es costaud, t'es pas gros. Alors c'est quoi? Mais qu'est-ce que j'en sais? C'est toi qui veux pas, donc t'es le mieux placé pour savoir. De toute façon, je vois pas pourquoi je devrais m'expliquer. En tout cas, tu peux être fier. Depuis 3 jours, je bande rien qu'en pensant à toi. Et maintenant, je me retrouve comme un con. Dans la vie, c'est comme ça. On a parfois envie des gens qui veulent pas, c'est dur, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? T'aimerais pas les hommes encore, je comprendrais. Je peux pas tous les aimer. C'est quoi la différence entre moi et les autres? Arrête avec tes questions débiles, tu veux bien? Sauf que moi, je veux savoir. Si c'est à cause de mon âge, tu peux me le dire. Eh ben non, c'est pas à cause de ça. Après, est-ce que ça résiste vraiment à nos désirs personnels? C'est notre paire de manches, quoi. C'est marrant comment je vois comment ça revient sur comment alors on a parlé d'utopie des années 70, mais c'était même pas des utopies, il y a des choses, des expériences qui ont réellement eu lieu dans les années 70, où dans des communautés, tout le monde couchait avec tout le monde, quoi, voilà, où ça se faisait très facilement, homme, femme, homme, alors peut-être un peu plus homme-femme, et après, à mon avis, je me demande si les femmes n'étaient pas le dindon de la farce aussi dans l'affaire, quoi, à certains moments, quoi. Je pense à l'échangisme aussi, où finalement, il s'avère que c'est pas si évident que ça, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me venais à ça, pourquoi dire que j'étais très... ouais. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas comment le désir... Je pense que le désir personnel aussi résisterait à ce volontarisme. C'est-à-dire à l'idée de dire, bon, allez, tout le monde couche avec tout le monde, voilà, une fois qu'on a mis ça sur la table, ce qui politiquement me paraît un projet plutôt pas mal, quoi, enfin, de se dire, tiens, on pourrait rendre les choses plus faciles, quoi, à ce niveau-là, quoi, être beaucoup plus désinhibé ou beaucoup plus libre avec ces choses-là. Je ne sais pas comment le désir personnel arrive à se fondre là-dedans, quoi, voilà. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez qui, moi, me pose vraiment problème, c'est comment... alors, donc en fait, j'ai toujours pas répondu à la question de... Je ne sais pas pourquoi ça me pose... Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ce qui s'est passé, c'est quand même que, finalement, toute la libération sexuelle des années 60-70, finalement, maintenant, elle a vachement versé dans quelque chose de très performatif, de très... dans une assignation même à jouir, quoi. Aujourd'hui, chacun est tenu de jouir, et même il faut être dans la performance. Une femme doit satisfaire un homme doit satisfaire un autre homme, ou une femme. Enfin, il y a quelque chose de très... comme on n'arrive pas... j'ai pas l'impression qu'on arrive à avoir quelque chose de détendu par rapport à la sexualité, qu'on n'est pas gagné en désinvolture et en détente. Au contraire, j'ai l'impression qu'on est plus... Je me demande même si on n'est pas arrivé à une certaine forme d'aliénation à l'envers, quoi, avec la libération sexuelle, quoi. Et bon, alors en plus, je rajouterai là-dessus que le marché s'est énormément emparé de tout ça, quoi. C'est vrai que bon, les lieux de drague ont tendance à disparaître, voire sont réprimés et maintenant sont plus encadrés par des sites de rencontres.
ou des clubs, les clubs échangistes, les clubs, même finalement même le monde homosexuel, quoi, vachement encadré économiquement, quoi. Donc, et ça, je me dis, j'arrive pas à savoir si c'est qu'on s'est fait avoir quelque part par le rouleau compresseur capitaliste, c'est-à-dire est-ce que vraiment on a été con à ce point de se laisser avoir par ça, ou est-ce que ça correspond vraiment à un désir personnel d'avoir ce rapport que je trouve moi dans l'homosexualité, de ce rapport très, surtout dans l'homosexualité d'ailleurs, de ce rapport très de consommateur du sexe, quoi. Voilà, c'est-à-dire j'assouvis mes désirs, je prends mon plaisir et une fois que c'est fait, bon, je me dégage du truc, voilà. C'est un truc qui revient souvent d'ailleurs, que ce soit dans Ici commence la nuit ou dans tous les autres films, les personnages sont souvent en de solitude. Très seuls, ouais, ils sont très seuls, ils sont très seuls à plusieurs aussi, pas mal, ouais, ils sont seuls. Et c'est à la fois une angoisse et en même temps un assez bon trip, la solitude aussi. Enfin, c'est aussi quelque chose de choisi et aussi quelque chose de subi, quoi. Voilà, c'est un peu entre les deux, quoi. Et donc l'inconnu du lac, voilà, il y a la partie très existentielle, mais il y a aussi une partie politique. Moi, je l'ai vraiment conçu comme ça, comme voilà où on en est de notre libération sexuelle. Est-ce que effectivement le fait de pouvoir draguer, de pouvoir coucher avec tout ce qui se présente au bord d'un lac, quoi. Ce qui pourrait être, ce qui est vraiment une forme d'hédonisme, quoi. Est-ce que c'est pas devenu un enfer aussi, quoi. Voilà. Parce que effectivement, il y a ce côté. Finalement, quand on regarde les choses, c'est assez terrible, quoi. Voilà. On couche avec un mec, puis on le jette quand on n'en a plus besoin. On se voit, on passe un bon moment, on ne s'échange même pas les téléphones, on ne connaît même pas les prénoms, quoi. Enfin, il y a un truc très. Qui moi me pose question des fois aussi. Et puis en plus j'aime bien aussi cette idée, et ça effectivement ça a un côté c'est mon côté militant que d'autres pourraient appeler, ou qu'on pourrait dire utopique, mais c'est ce côté, ça se déroule au grand jour, on est dans une scène, c'est comme une scène de théâtre aussi, l'inconnu du lac, il y a quelque chose, ça se déroule au grand jour. Les films homo avant se déroulaient vachement de nuit, enfin ça se passe, enfin, les Cruising de Fredkin, L'homme blessé de Chéreau, enfin, même Les Nuits Fauves, les Nuits Fauves, tu me diras, c'est pas si récent que ça, j'allais dire Les Nuits Fauves qui est très récent, non, ça a quand même 30 ans. On était quand même toujours un peu dans des univers nocturnes et glauques, et un peu. Et même, il y avait un petit côté descente aux enfers, quoi. Ouais. Moi, ça, je suis assez attaché à ça. Et c'est vrai que finalement, j'ai fait ça dès mon 3, même si la séquence n'est pas super bien réussie, mais dès du soleil pour les gueux, voilà, on fait l'amour en plein air et en plein jour, quoi. Ouais. Voilà. Donc, j'en ai marre qu'on éteigne la lumière pour les scènes d'amour. Enfin, c'est chiant. Ouais. Mais c'est marrant parce que je prépare un film en ville et en hiver, quoi. Voilà. Et effectivement, ça prend une autre allure, quoi. Voilà. Le prochain ? Ouais. Mais ça prendra une autre. Après, c'est très hétérosexuel, le prochain. Enfin, toujours en se demandant si Machel l'est ou pas, quoi. Mais bon, enfin, en tout cas, L'inconnu du lac, c'est sûr que c'était vraiment un film où l'idée c'était d'y aller à fond, parce que je sais que moi j'avais beaucoup de mal avec la représentation de ça, avec la représentation pas de la sexualité d'une part, mais même de l'homosexualité, avec le fait de diriger des comédiens dans des scènes d'amour. Et je me disais, d'amour ou de sexe, et je me disais, tiens, il faut que... Ouais, là, va falloir y aller, quoi. Faut y aller, mais même, il faut y aller, y compris dans la vignette pornographique, quoi. C'était important pour moi.
Et alors toujours pareil, c'était important pour moi. Alors il y avait le côté, c'était important à titre personnel parce que je sentais que je butais sur quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose qui me faisait peur, quoi. Parce que c'est compliqué de demander à des comédiens d'avoir un tel engagement, parce qu'on se dit toujours, putain, il faut que je trouve les comédiens qui soient capables de faire ça et qui en plus soient des bons comédiens dans le texte, je ne vais jamais m'en sortir, enfin il y a un truc, d'un côté, il y avait une vraie flemme aussi de ma part, hein, de me dire, je me sentais écroulé sous le poids de la tâche avant de l'avoir affrontée, quoi. Et puis après, il y avait, je crois que c'était aussi un vrai enjeu, un vrai enjeu politique, oui, c'était. De toute façon, je l'ai présenté comme ça à l'époque, c'était un vrai enjeu politique comment dirais-je, de parler, d'avoir une vraie tragédie amoureuse dans le monde homo, quoi. Mais un truc universel, quoi, qui pourrait parler à tout le monde, hein, et puis en y allant gaiement sur le côté, on n'aura que des mecs à poil tout le temps, et pourtant, ça va quand même nous parler d'amour, d'érotisme, d'amour et de désir. Et puis oui, je crois que ouais, il y avait ça comme un jeu et y compris effectivement même je sais pas, c'est comme si c'était un dernier, mais ça rejoint un peu finalement, j'ai l'impression, ces luttes des années 70, quoi. Je sais que pour moi c'était important, ou peut-être comme un peu comme une résistance au monde actuel, quoi, de se dire tiens. On a le joli cinéma, le cinéma des grandes émotions, le cinéma lyrique, c'est toujours cadré au-dessus de la ceinture, quoi, voilà, où on voit très peu les gens, où on voit très peu les organes en fonctionnement, quoi, et le cinéma qui montre, qui est le cinéma sale, quoi, où on voit les organes en fonctionnement, qui est la pornographie, quoi, voilà. Et il y avait un vrai enjeu, je crois, à l'époque. Enfin, en même temps, cet enjeu existe toujours, hein. Je ne pense pas que le fait que l'inconnu du lac ait été fait nous ait débarrassé de cet enjeu-là. Mais il y avait un vrai enjeu à relier tout ça, quoi. Enfin, l'amour, ça se passe aussi par des organes sexuels, quoi, voilà. Et même les grands élans amoureux, il y a un moment, ça a aussi à voir avec des bouts de chair qui se rentrent dedans, quoi. C'est quand même bon. Et ça, j'ai l'impression qu'on a quand même encore un peu de mal avec ça, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Non, je suis sûr qu'on a encore beaucoup de mal avec ça. Il y a des films qui te parlent en ce moment, que tu as pu voir. Là-dessus, moi, là, une super scène d'amour que j'ai vue, c'est dans Mektoub My Love. Je ne sais pas si vous avez vu Mektoub, la première scène là, de sexe, elle est super. Bon, le film est super, moi, je trouve. C'est un film que moi, j'ai beaucoup aimé, ce film. Enfin, c'est assez étonnant, quoi. Il y a des moments hyper chiants, mais alors vraiment, mais à l'arrivée, quand même, parce que c'est vraiment un film hyper fort, quoi. Et cette scène-là, ouais, bon, là, quand même, chapeau, quoi. Et alors après, c'est vrai que Kechiche est beaucoup dans un truc d'aller saisir le réel comme ça, avec une appétence. Je sais plus. Il y a cet appétit pour ça, quoi, de voir les autres. Ouais, en plus, c'est vrai que. Mais c'est marrant parce qu'en plus, je trouvais que La vie d'Adèle, je reprochais à La vie d'Adèle d'être un film voyeur. Et même dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire où on avait la séquence entre lesbiennes, comme dans n'importe quel film hétéro pour bof, un film porno hétéro pour. Et il y a la séquence entre deux nanas, quoi, voilà, la séquence de lesbianisme, comme on dit, un peu obligé, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait ce voyeurisme. Et dans Mektoub My Love, donc, j'ai trouvé que c'était vachement plus. Il y était avec eux, quoi. Il y était, je trouvais jamais extérieur à tout ça, quoi. Tu dis que t'es fainéant, tu fais des films. Oh, je suis pas. Ouais, je suis assez fainéant, moi.
je suis pas un gros travailleur, non. Comment dirais-je et puis j'ai tendance à pas pousser les choses. Non, après, chaque fois, je me dis, allez, non, ce coup-ci, vraiment, je me mets, je fais le truc. Et non, je suis plus feignant dans le sens où non, tout à l'heure, pourquoi je l'ai utilisé, mais c'est plus une paresse morale, quoi. C'est-à-dire que ça me fout la flemme de me dire. Alors maintenant, sauf que maintenant j'ai un peu là où j'ai un peu avancé, disons que je pense que par exemple les séquences des loups dans Rester vertical, il y a quelques temps de ça, j'aurais botté en touche avant, quoi. J'aurais arrêté, même je l'aurais pas écrite, hein. Même parce que là, quand je l'ai écrite, même je me suis dit je l'écris, mais je sais pas comment on va faire ça, quoi. Ça va être autre chose. J'ai quand même écrite, hein, voilà. Ouais, c'est-à-dire que le cinéma toujours, moi, il me semble que ça met des trucs en... C'est chiant le cinéma, pour ça, tu te mets des trucs en branle qui sont énormes. Pour ça, la littérature, c'est beaucoup plus simple, quoi. Disons que je pense que peut-être je pourrais encore... Je pense que je vais, avec l'âge aidant, je pense que je vais arriver à... Je vais commencer à devenir très vaillant, enfin, pas à augmenter mes exigences, quoi, voilà. Peut-être que je suis feignant dans le sens où des fois j'ai tendance à voir mes exigences à la baisse, à me dire bon, voilà, c'est déjà pas mal d'y avoir pensé. Alors que peut-être que maintenant déjà il y a des moments où je commence à me dire allez, on va pas se contenter d'y avoir pensé, on va réellement l'incarner, quoi, voilà. Mais après, j'ai toujours ce problème entre incarnation et abstraction. Il y a des fois, je me dis, je sais pas, par exemple, il y a une séquence à laquelle je réfléchis beaucoup de Rester vertical. C'est quand c'est la rencontre entre Léo et la bergère, et quand ils s'embrassent après, et où je me dis, moi je l'ai joué un peu par-dessus la jambe en me disant... de toute façon, hein. C'est que tu lui dis, t'as pas vu le loup. Ah, non, ouais, voilà. Non, mais en me disant, de toute façon, ces choses-là, on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas comment un mec et une nana en viennent à flirter ensemble. Généralement, ça tombe. Et j'aimais bien cette idée que ça soit complètement impromptu, quoi. Et en fait, je me rends compte maintenant, enfin, je pense que je m'en suis rendu compte un peu avant, mais je me rends compte que c'est aussi une séquence qui aurait... Je me rends compte parce qu'aussi on m'a fait m'en rendre compte, mais que cette séquence aurait mérité un peu plus d'incarnation, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on aurait pu un peu plus croire à leur relation, à pourquoi lui il avait envie de l'embrasser, enfin, dans leur jeu, quoi. J'aurais pu pousser le bouchon un peu plus loin en termes de direction d'acteur, l'exigence, voilà. Et c'est vrai que moi j'ai un peu ce problème que j'aime bien des fois avoir l'idée, j'aime bien souvent, d'ailleurs je joue souvent avec ça, entre juste avoir l'idée de quelque chose et sa réincarnation, quoi, voilà. Et il y a des fois la jauge n'est pas parfaite. Et c'est peut-être ça aussi là que je suis un peu feignant, quoi, tu vois. Donc la première fois, ça doit faire 6 ou 7 ans. La moitié des gars se retrouvent à la porte. Licenciement économique, pré-retraite. Puis la deuxième fois, c'est-à-dire même pas 6 mois, l'autre moitié est passée. Et maintenant, tu nous as tous là. Plus 3 ou 4 dans les bureaux. Moi, je sais pas du tout pour qui on travaille. Je sais même pas si ça sert à quelque chose le travail qu'on fait ici depuis 6 mois. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin de la semaine, on ferme. Pourquoi vous n'êtes pas en pré-retraite, vous ? Ça commence à 52 ans. Et vous avez ? Quel âge tu me donnes ? Un peu plus que ça ? Dis un âge. 58, 59. T'es loin du compte, mon gars. J'en aurai 51 à la fin du mois. Et non, je ne choperai même pas d'après-retraite. Et vous allez chercher du travail ? C'est faux, ici je trouverai rien. Et rien, même si j'aurais de meilleures chances, j'y crois pas vraiment. De toute façon, j'ai pas envie de m'en aller. Et en plus, je tiens pas tant que ça à travailler. Je vais te dire une chose. Avec le licenciement, je vais prendre 15 millions d'indemnités. Alors j'ai le temps de voir venir. Sous cet angle. Écoute, la maison est payée, les enfants sont casés, sauf le dernier qui fait le con, mais qui est en âge de se débrouiller. J'ai besoin de quoi ? Je cherche pas à mener la grande vie.
Non, c'est pour les jeunes que ça va être dur. Prends un gars comme José. José Tiborski, le gars qui était là tout à l'heure. Lui, il a 35 ans, 3 gosses à la maison, pas un diplôme, rien. S'il finit pas alcoolique avant la fin, à moi la peur. Déjà que son père était polonais. T'as des enfants? Non. T'en veux pas? J'en sais rien. Et puis ça se fait pas tout seul. T'es pas marié? Non. Pourtant, il me semble que t'es plutôt pas mal comme gars. C'est pas ça qui est obligé de te marier. C'est pas en disant qu'il faudra te mettre à y penser. Allez, viens, on va boire le café. Ouais, je me battrai pour que le monde soit meilleur, ou contre les mecs qui nous pourrissent la vie, quoi, voilà. Et au lieu de ça, voilà, je vais me... non, moi, il me semble que... Non, justement, alors, après, moi, c'est vrai qu'actuellement, j'en suis plus au niveau de... C'est-à-dire que je me satisfais plus de faire mes films ou d'aller draguer que de changer le monde. Je pense que quand même, j'ai eu une période entre... Allez, on va dire 30 et 40, 45 ans. Allez, ouais, ça a bien duré 15, voire 20 ans, où j'arrivais très bien à gérer les deux, quoi. Voilà, moi, il me semble que... on peut y arriver, quoi, voilà. Faire des films, c'est un peu changer le monde, non? Eh non. Non, le problème, c'est que... Enfin, disons que je pense que changer le monde, ça demande quand même un comportement un peu altruiste. C'est-à-dire, il faut un peu faire... Moi, je vois là quand même la pratique politique, la discussion avec les gens, le débat, et puis même la mise en place d'actions, la mise en place d'une stratégie commune, ça demande quand même de se mettre un peu à l'arrière-plan, même si c'est important de s'exprimer individuellement, quoi. Hein. Mais ça demande à un moment d'avoir d'avoir un peu un élan vers l'autre, d'avoir un peu, ou de se mettre vraiment dans un collectif, quoi. Et moi, c'est marrant parce que j'y suis très bien arrivé, il me semble, pendant quelques années. Et maintenant, je sais que depuis quelque temps, ça me fatigue. Je trouve ça très, très... J'ai beaucoup d'admiration, d'ailleurs, pour les gens qui arrivent à aller à des réunions, à s'astreindre dans cette discipline qui est d'aller à des réunions et d'intégrer un peu la parole de l'autre et de se dire, tiens, on va, même si on n'intègre pas complètement la parole de l'autre, mais en tout cas, et ça débute sur des concrets, sur des actions concrètes, quoi, voilà. Mais est-ce que ça finalement, c'est ce que font les Gilets jaunes. Il y a un côté, les Gilets jaunes sur leur rond-point, ça fait ça, quoi. Si, moi, effectivement, j'ai fait les quelques manifs que j'ai fait de Gilets jaunes, là, enfin, donc de l'intérieur, là, cette année, ça a eu ça de bien, c'est que j'ai vachement discuté avec des gens, quoi. Voilà. Alors qu'effectivement, je vois les dernières manifs que je faisais, que ce soit syndicales ou politiques, je ne discutais pas tellement, enfin, ou alors quand on discutait, on était d'accord, quoi. Je discutais avec des gens avec lesquels j'étais d'accord. Alors que chez les Gilets jaunes, j'ai discuté avec des gens avec lesquels j'étais pas d'accord, ou en tout cas avec lesquels j'étais pas d'accord sur tout. Tu vois, parce qu'il y a toujours un moment où ça merde quand même. Ouais. Il y a toujours un moment où tu te dis, ah non, attends, bon, j'étais d'accord jusque-là, mais là, non. Voilà. Et ça, c'était assez intéressant. C'est vrai que ça m'a assez refoutu la pêche, parce que je crois que aussi, on est dans un monde où on se renvoie un peu chacun dos à dos. Finalement, il y a du débat au sein des groupes politiques différents. Et encore, je ne sais même pas s'il y a vraiment du débat, quoi. Tu vois, si, il y a du débat, mais il n'y a pas de la joute comme il peut y en avoir, il me semble que pour appartenir à un groupe maintenant, il fallait avoir du présupposé. Il y avait du présupposé politique, c'est-à-dire que normalement, tu vois, si tu adhères, je prends le PC par exemple, si tu adhères au PC, c'est que, bon, à la base, tu es quand même antiraciste, que tu es pour l'accueil des migrants, que tu es pour le partage des richesses, tu vois, il y a un truc comme ça. Donc finalement, à partir de là, tu discutes finalement de détails, quoi. Au moins chez les Gilets jaunes, ces présupposés politiques, ils n'existent pas. C'est toujours très déstabilisant, donc très intéressant finalement. Moi je me suis retrouvé
à discuter avec... Moi, je me rappelle, j'ai discuté une fois avec un routier breton, place de l'Opéra à Paris. Le mec, on était d'accord sur tout. Au bout d'un moment, quand même, j'ai dit, mais t'as voté pour qui dernière Il a voté Marine Le Pen, quoi. Aux deux tours, hein. Voilà, le mec, tu vois, dès le premier tour. Et merde, tu te dis, oui, d'accord, bon, ok. Après, tu cherches sur ce sur quoi t'es pas d'accord et tu trouves. Ouais. Mais c'est... Et ça, quand même, moi, je trouve ça vachement intéressant. Hein. C'est le gros truc de ce mouvement, quoi, d'ailleurs. Qui fait que tu... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu disais... C'est vrai que sur les ronds-points aussi, on sent enfin, finalement, tu le disais, tu vois que la politique, c'est aussi une affaire d'affinité. C'est aussi des gens avec lesquels tu as envie d'être. Et les ronds-points fonctionnent beaucoup comme ça. De toute façon, à Albi, tu as le rond-point de gauche, le rond-point de droite, l'extrême de gauche, l'extrême de droite. Et c'est vrai que c'est des gens, tu sens, qui partagent les mêmes centres d'intérêt, qui regardent un peu les mêmes émissions de télé, tu vois, il y a vraiment quelque chose de très... ça fonctionne. Et peut-être que j'ai plus ça, moi, dans les groupes politiques dans lesquels j'allais, quoi. Tu vois, ces affinités, quoi. Mais moi, il y a un truc aussi, c'est que finalement, je pense, là, si je fais un point, je vois, j'ai changé de classe aussi, quoi. Tu vois, il y a un truc qui n'est pas évident. C'est-à-dire, tu pars de paysan et tu arrives à cinéaste auteur. C'est marrant parce que je m'étais fait la réflexion il y a quelques temps, je me disais, le seul endroit qui me fait rencontrer des gens différents, qui ne pensent pas comme moi, et qui me fait rencontrer vraiment d'autres sphères, d'autres mondes, c'est l'homosexualité, c'est la drague. Parce que finalement, même sur les autres terrains, professionnellement, évidemment, tu vois, tu es toujours avec des gens, surtout dans le cinéma, tu es avec des gens assez proches, quoi, tu vois. Même politiquement, dans les sphères politiques que je fréquentais, on était assez proches, et socialement, ou si pas socialement, en tout cas, dans la façon de penser. Et parce que, l'homosexualité, finalement, parce que, le nombre de mecs au cours dans la drague que j'ai rencontré, finalement, homo, mais raciste, tu vois, homo, mais homophobe. J'en ai rencontré des homophobes aussi qui n'aiment pas les tapettes. Les homos machos qui n'aiment pas les tapettes, tu vois. Classistes aussi. Oui, complètement, ouais. Tu vois, donc finalement, c'est assez curieux, quoi. Que tu arrives à te retrouver comme ça là-dessus, alors que ça, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est un truc aussi lié à l'homosexualité, ça. Tu vois, que tu arrives à brasser un large panel, quoi. Alors que moi, je vois tous mes copains, Marc, tu vois, même mes copains homosexuels, je vois tous les couples autour de moi, c'est quand même très proche socio-professionnellement, ça se rencontre beaucoup sur le lieu de boulot, voire dès les études, voire... je pense que c'est un des trucs qui m'a attiré, moi, le plus dans l'homosexualité, ça. Le côté... tu te rends compte, tu baisses d'abord et tu vois quitter ensuite. Ce que je dis, non, c'est pas ce que je dénonçais tout à l'heure. Non, c'est le fait justement qu'il n'y ait pas de rapport. De consommation, voilà, c'est ça. Mais alors moi, c'est une bonne question, justement, ce truc de... Je suis assez d'accord avec ça. Vous captez encore des trucs avec votre machine, avec ça, quoi, tu vois. Enfin, c'est vrai qu'une orientation sexuelle ne justifie pas une communauté pour moi, quoi. Ouais, tu vois, j'étais assez... Même, moi, il y a des mecs, je me rappelle un mec avec qui j'avais eu une discussion, le gars, tu vois, alors en plus c'était sur le net, donc, et le mec, sur un site de rencontre sur le net, il me dit qu'il est hors milieu. Je dis, tu
hors milieu, enfin t'es là. Non, mais, toi, au bout d'un moment, le mec, je suis hors milieu, quoi. Être hors milieu pour le mec, c'était quoi? Ouais, non, mais moi, j'ai pas dans les bars. Tu vois, voilà. Le milieu PD, c'était le milieu, les mecs qui vont dans les bars gays, tu vois. Et donc, exactement, tu vois, nocturne, gay, plutôt technoïde, plutôt avec des t-shirts des mots. Donc, t'as plein de trucs comme ça. Donc, ouais, effectivement, oui, c'est... Mais après, tu sais, par exemple, moi, comment dirais-je, l'inconnu. Moi, je l'ai aussi vachement battu. Tu sais, j'avais aussi en tête l'histoire des Juifs pendant la dernière guerre, tu vois, où effectivement, je pense qu'il y a des Juifs qui ont vu des collègues mourir, et ça me posait des questions. Et comme le reste de l'humanité, qui a vu des Juifs partir, et sans forcément se dire, tiens, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer, quoi. Enfin, moi, je l'ai vachement pensé à terme d'humanité, quoi. Tu vois, enfin, la communauté gay, finalement, je pense qu'elle ressemble assez à la communauté humaine, enfin, tout bêtement, quoi, tu vois. Je pense que... Un dernier mot? Non, ça c'était pas mal comme un dernier mot. Ah oui, c'était très bien. Ok, finissons là-dessus. Non, parce que
Faut juste qu'on n'ait pas l'air d'avoir peur. Faut qu'ils nous sentent bien solides en face d'eux. Puis surtout, faut pas tomber. Tant qu'on reste debout, on n'a rien à craindre. Faut même pas qu'on se courbe. Faut qu'on reste bien droit. Voilà, c'est terminé pour cette entretien avec le réalisateur et écrivain Alain Guiraudy. On va continuer, donc après écouter la chanson Zina du groupe algérien Raina Rai, on écoutera la suite de lecture des Q énergumènes, texte issu de la revue 3 milliards de pervers, de la revue Recherche avec Guattari, Okengame, toute une bande de PD des années 70. Voilà, on continue en chanson.
Voilà, maintenant on va entendre Anna Wintour qui nous lit un extrait d'Écus énergumènes. 6. Pour faire du gruyère, vous prenez un trou et vous mettez de la pâte autour. Almanach Vermont. Si je dis que le fantasmatique produit une grande part de notre réalité, je ne puis croire qu'il l'occupe tout entière et escamoter par là même sa coexistence et ses interférences mal connues avec le biologique. Mais toutes nos recherches sont encore dramatiquement parcellaires, et je prendrai dans ce qui va suivre la responsabilité de mettre entre parenthèses la biophysique et la biochimie. Le social, en tout cas, n'est qu'un chaos de fantasmes, et socialement tous partent de l'hétérosexualité qui est le seul modèle, un modèle grâce auquel circule un nombre invraisemblable de clichés issus de la psychanalyse classique. Par exemple, on tient pour acquis que l'homosexualité est narcissique. Mais l'hétérosexuel qui cherche en vain et naïvement son homologue dans l'autre sexe est aussi marqué par le narcissisme que l'homosexuel, qui dans le même sexe cherche le contraire de lui-même, imprimé qu'il est par le modèle hétérosexuel qui refuse de vivre tout en le copiant. Si l'on examine le cas limite du travesti, on s'aperçoit qu'il est plus femme qu'une femme, puisqu'il désire être femme à n'importe quel prix, alors qu'une femme subit son sexe. Et comme il n'existe de la femme qu'une image masculine, cet homme-là saura la réciter 1000 fois mieux, sans aucun intermédiaire, sans aucun ordre transmis à l'autre, à partir du moment où c'est à son propre corps qu'il aura décidé de l'appliquer, plutôt qu'à sa mère, à sa sœur ou à sa femme. Le travesti est l'image la plus parfaite de la femme, voulue par l'homme, et l'image la plus éloignée de la femme, que l'homme empêche d'exister. De même, l'homosexuel qui se rêve enculé cherche de toute évidence un homme en face de lui. Il s'assimile à une femme qui cherche un homme, et fantasmatiquement, il répond beaucoup plus à la notion d'hétérosexualité qu'à celle d'homosexualité. Pour que celui-là soit vraiment homosexuel, il faudrait qu'il devienne lesbienne, à condition toutefois de se retrouver en face d'une femme qui ne se rêve pas homme, ou sinon le schéma redeviendrait hétérosexuel. Pareillement, la femme qui se rêve pénétrante avec son imaginaire d'homme châtré, il faudrait pour qu'elle soit homosexuelle, qu'elle devienne pédé, à condition toutefois de se retrouver devant un homme qui ne se rêve pas femme, ou sinon le schéma redevient hétérosexuel. En somme, il n'y aurait de véritable homosexualité que celle d'une femme qui désire une femme, et celle d'un homme qui désire un homme, sans qu'à aucun moment l'imaginaire n'introduise chez aucun d'eux l'image de l'autre sexe. Ou encore dans le cas d'un homme et d'une femme qui seraient tous les deux pédés, d'un homme et d'une femme qui seraient toutes les deux lesbiennes, on voit très vite que ces situations paraissent tout à fait impossibles, car moins autant que son sexe, l'homosexuel est malgré lui l'autre sexe qu'il se rêve et qui se cherche toujours son contraire. Si bien que même l'homosexualité est de l'homosexualité refoulée puisque son imaginaire est hétérosexuel. Le même raisonnement nous amènerait à dire qu'il n'y aurait de véritable hétérosexualité que chez un homme qui désire une femme ou chez une femme qui désire un homme, sans qu'à aucun moment l'imaginaire n'introduise chez aucun d'eux l'image du même sexe. Mais cela en revanche est parfaitement possible et même réalisé par l'imaginaire de la société hétérosexuelle, puisqu'elle a anesthésié en elle tout imaginaire homosexuel. Il se trouve donc qu'au lieu d'être primaire, animale, somatique, notre homosexualité n'est qu'une réponse au discours, aux pratiques et aux dictats hétérosexuels, ce qui fait qu'elle souffre d'une indigestion d'hétérosexualité. D'autre part, étant donné que les chers normaux qui nous ont mis au monde ont occulté leur libido homosexuel, 9 homosexuels sur 10 personnes prises au hasard n'ont même pas d'existence consciente. Car nous le savons bien, non seulement dans l'espèce humaine, un homme sur 2 est une femme, mais la moitié de l'autre homme aussi. Un homme sur 2 est une femme, et l'autre ne sait pas qu'il est également pédé. Nous campons ainsi dans une situation délirante où l'homosexualité ne peut qu'être hétérosexuelle ou ne pas voir le jour. Puisqu'homosexuels nous le sommes, pas élémentairement, il serait temps d'arrêter de crier fièrement notre honte de l'être. C'est « vous êtes homosexuel » qu'il faut hurler à tout le monde, quitte à en passer par l'hystérie. Et puisqu'il est entendu qu'il ne peut y avoir de bisexualité sans tricherie, si l'homosexualité n'est pas d'abord vécue en tant que telle, notre activité révolutionnaire pourrait être de faire germer par n'importe quel moyen l'homosexualité de la majorité silencieuse sous sa paranoïa anti-homosexuelle. Si des hommes habitués à se brancher sur des femmes se mettent à se désirer entre eux, ils seront plus homosexuels que nous à un moment ou à un autre, car la femme ne sera plus entre deux hommes, un corps inconnu et fantomatique. Et parallèlement, il faudra bien en finir, nous autres pédés, par vivre une homosexualité homosexuelle, une homosexualité où l'autre sexe, après avoir été mis en exil,
ne réapparaît pas sans cesse sur la scène de théâtre de l'enculage, ou alors c'est que nous sommes encore, ou que nous sommes déjà, fantasmatiquement, les hétérosexuels que nous refusons d'être. C'est au moment où je suis masculin que j'ai envie de faire l'amour avec un homme. C'est au moment où je suis féminin que j'ai envie de faire l'amour avec une femme. Voilà le secret de toutes mes masturbations, car je persisterai, même si l'humanité entière me désire, à la tromper avec moi. Quand une femme qui ne soit pas une lesbienne fera l'amour à une femme, sans rêver du phallus ou de le remplacer, quand un homme qui ne soit pas en PD fera l'amour à un homme, sans rêver en tremblant du trou vaginal pour lui substituer un cul à cette minute-là, l'homosexualité aura commencé vraiment. Et c'est de cette minute-là qu'elle pourra se fondre dans la bisexualité sans tromperie, sans maldonne, sans qu'on prenne les vessies pour des lanternes. Une fois qu'on s'est purgé du sexe qu'on n'a pas et qu'on copie, une fois qu'on s'en est purgé par un seul instant d'authentique homosexualité, dont le corps jure qu'il n'est pas un simple concept opératoire, alors l'ambivalence n'est plus jamais ambiguë. Alors, on peut être en sexe et se rêver l'autre avec la même conscience, la même intensité et à la limite dans une simultanéité qui permet à n'importe quel moment tous les branchements possibles. L'hétérosexualité et l'homosexualité ne sont plus la police l'une de l'autre. L'orgasme et la montée vers l'orgasme sont enfin un risque joyeux de mourir, ce qui n'ont été qu'en des temps où la menace de mort était perpétuelle. Et d'épouvantail, la sexualité devient l'émouvantail du monde. 7. Maintenir le perpétuel ébranlement immoral de la machine. SAD. Actif, passif, vieille connerie. Pour que l'homme soit viril, il faut et il suffit que toutes les femmes et tous les PD soient passifs. C'est bien ce que dit la rumeur publique. Mais être enculé n'est passif que pour celui qui, n'ayant jamais été enculé, n'en a jamais éprouvé l'effervescente activité anale. La preuve en est que pour l'enculeur enculé, celui qui s'est coincé entre deux hommes ne peut pas jouir également, sans éclater, de deux fantasmes aussi opposés. Sa jouissance doit choisir, et le plus souvent, elle donne une place et une force plus grande au plus interdit, au plus transgressif, à la queue qui est dans son cul plutôt qu'au cul qui est autour de sa queue. Clé et serrure à la fois, cet enculeur enculé est au meilleur carrefour possible pour écarteler les rôles, car l'enculage n'est subversif que réversible. Si son corps, doué ainsi de deux pénis, parvenait à ne plus savoir à qui sont ses pénis, s'il parvenait à les annuler l'un l'autre, cette figure extrême rejoindrait contradictoirement celle des deux lesbiennes qui parviennent à se branler sans prise mal. Qu'on me passe ces fantasmes et l'utopie avec. Il reste que l'homosexualité ne peut échapper à l'hétérosexualité qu'en devenant un rapport de faiblesse, de non-rivalité, de non-propriété, c'est-à-dire en inversant la paranoïa mâle en schizophrénie. Si le quant à soi et le respect humain restent entiers, comme chez les amoureux transis, souffreteux et dignes, si la purée des sentiments absorbe les zones d'ombre, l'homosexualité n'est qu'une moitié de révolté. Affublé d'un mythique troisième sexe, il continue à psalmodier la virilité, les épreuves de la conquête et le mal de cœur. Il faudrait savoir quels obstacles empêchent qu'apparaissent chez les PD ce mouvement de passionnariat qui leur ferait dire de tout leur corps, plutôt qu'avec des mots, « Il suffit que tu me désires pour que je te désire ». Oui, je fais du rêve éveillé. Je rêve les PD capables d'être folles, sans que cela se réduise à courir à reculons après de grosses bites. Je les rêve capables de serrer contre eux un éphèbe sans que ce soit nécessairement lui qui ait à écarter les fesses. Je les rêve rattrapant le désir à la course, sans craindre que le désir s'arrête à un corps pour s'y reposer. Je les rêve posés sur un corps, sans brider leur désir, échevelés d'un autre corps. Qui ne puissent plus distinguer ce qu'on appelle le désir de ce qu'on appelle l'amour. Voilà comment je rêve les PD, mes amants, mes frères, mes amis, mes ennemis et moi-même. Et je les rêve capables de la même joie avec les femmes, car je ne puis imaginer la dissolution de la normalité sans l'universalisation des états qu'on nomme intersexuels. Je n'arrive pas à voir d'autre moyen d'en finir avec la tyrannie de la virilité, dont on ne dit pas assez qu'elle opprime autant les hommes que les femmes. Se borner à demander la reconnaissance d'une homosexualité déjà colonisée dans ses mœurs par l'impérialisme hétérosexuel, c'est du réformisme. C'est l'affaire des bonnes gens d'Arcadie qui viennent d'organiser un banquet d'anniversaire et qui ont invité à la table d'honneur un représentant de la préfecture de police. Le PD est un traître qui a d'abord honte de trahir la normalité. Et quand il a dépassé cette honte, il s'aperçoit qu'en trahissant la normalité, il n'a pas fait autre chose que s'incliner devant elle. Notre jeu, bien plus machiavélique, pourrait être au contraire d'amener à jaillir chez tous la moitié refoulée du désir, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle. Non seulement qu'un homme se laisse désirer un homme,
autant qu'il désire une femme, mais qu'un homme se laisse désirer une femme autant qu'il désire un homme. Affoler les flux afin qu'un homme puisse désirer dans son corps, à commencer par le sien, autant l'homme que la femme, jusqu'au point où il ne saura plus faire la différence entre l'un et l'autre. Cela ne revient pas à réconcilier les formes arbitrairement découpées dans la sexualité par le socius oedipien, mais au contraire à refuser cette déjonction exclusive qui, en différenciant les sexes, épuisait les corps sous le poids du sexe et distribue partout du sexe supplémentaire, comme si la génétique n'en avait pas assez produit. Le génotype et le phénotype ont déjà bien assez de poids. À quoi bon leur ajouter un sexe historique, un sexe psychologique et un sexe légal? En même temps qu'il refoulait la polyvocité du désir, le socius a sursexualisé les corps qui ne sont plus que des sexes. Peut-être serait-il temps de commencer à vivre la corporalité au lieu de parler de la sexualité. Bien sûr, nous ne sommes pas assez fous pour balancer des giclées d'hormones femelles ou phallocrates. Mais il n'est pas exclu que la disparition progressive de la phallocratie, poursuivie par un désir profond de l'intersexualité qui amènerait un changement des mœurs, finisse à force de casser les rôles sexuels par favoriser à très longues échéances des mutations biogénétiques. Une telle hypothèse relève de la science-fiction, mais elle fascine. Utopie dans laquelle notre hétérosexualité ne serait plus molaire et sociale, notre homosexualité ne serait plus personnelle et marginale, notre transsexualité ne serait plus élémentaire et secrète, puisque toutes trois s'accrocheraient dans le même lieu corporel, si fondues ensemble qu'il n'y aurait plus besoin de plusieurs mots pour les distinguer. Il va de soi que cet état abstrait n'existe pas et n'existera jamais, car il serait la fin de la révolution sexuelle. Ce n'est pas d'y parvenir qui compte, mais que des groupes s'en approchent et qu'à force de se croire, de se dire et d'être plus forts que les institutions sexuelles, ils les fassent éclater en eux. Merci Yanal. De rien. On va donc terminer cette émission par l'agenda et ensuite 2 morceaux. À l'agenda. Agenda. Ouais, bravo. Alors, on a vendredi 19 à partir de 18h la soirée de clôture des journées du film ethnographique qui se passera au bar Le Lucifer avec la projection du film Parole de King de Chris Lag, suivi d'une discussion avec Michel Petezer, anthropologue et cinéaste, intervenante du département d'anthropologie et d'ethnologie à l'Université de Bordeaux. Donc il s'agira d'un film documentaire recueillant la parole de Drag King. Et donc voilà, pour interroger ces femmes qui découvrent et recherchent, expérimentent la masculinité. Ce sera suivi d'un concert du groupe Valjean et d'une performance des drag queens de la maison Éclose. Donc c'est au Lucifer, vendredi 19 à partir de 18h. Et mardi 30 avril à 19h30, la projection du film à l'Utopia, du film La Liberté de Guillaume Massart sur la prison ouverte de Casabianda en Corse, où 130 hommes y terminent des peines pour des crimes sexuels, souvent intrafamiliaux. Donc c'est au cinéma Utopia, une séance unique en présence de Guillaume Massart. Et voilà, le mardi 30 avril à 19h30 à l'Utopia. Donc on enchaîne avec un morceau de Nina Hagen. Et ensuite Madonna, c'est ça, je crois. Voilà, on déverrouille l'ordinateur et on lance la musique. Bisous, bisous. Präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und paar Auspuffrohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schaut die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Drum wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel, flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur.